demande. Aujourd'hui, c'est plutôt un débat qu'on va avoir avant de continuer la série, puisque j'ai eu la chance sur ma page Facebook d'un long commentaire, deux, trois reprises, d'un ami très cher, et qui soulevait des questions sur justement les quelques concepts qu'on a évoqués pour faire l'approche de l'ordre international tel qu'il se présente actuellement et la place des États-Unis au sein de ce nouvel ordre international. Justement, dans la dernière capsule, on a soulevé le constat qu'on assiste à un recul, sinon à une remise en question de ce qu'on a eu l'habitude d'appeler depuis au moins la chute de l'Union soviétique, la suprématie de l'hégémonie américaine comme superpuissance unique. Et les questions qui ont été soulevées me portent à commencer par redéfinir deux choses. D'abord, les concepts que j'ai utilisés et ensuite l'historique, puisque les concepts, ça ne descend pas du ciel, ce sont des choses qui évoluent. Il est question ici de trois concepts qu'on a employés pour aborder la place de Trump et des États-Unis actuellement dans le monde. Le premier concept est celui d'impérialisme. Et ça ouvre un débat à non plus finir avec la pensée marxiste, qui a influencé beaucoup le monde arabe et les intellectuels arabes pendant des décennies. Le deuxième concept est celui de globalisation ou de mondialisation, parce qu'en anglais on emploie le terme globalization, en français c'est mondialisation, alors qu'il y a une nuance entre les deux, dans le sens où la mondialisation c'est quelque chose de plus ancien. Même Marx au XIXe siècle a parlé de la mondialisation des rapports capitalistes et du marché, alors que la globalisation est un phénomène tout récent qui a commencé avec les années 90 et la chute de l'Union soviétique. Et troisième concept que j'ai employé, c'est celui d'empire. Et ça ouvre un débat avec la théorie de Tony Negri et de Michael Hart à propos d'un nouvel empire postmoderne qui n'est même pas américain. Or, pour faire une histoire courte, parce qu'on ne peut pas faire l'économie de la clarification théorique des termes qu'on emploie. Commençons par le commencement, même si cette capsule sera consacrée à ce débat-là. Je trouve ça important. Je ne peux pas sauter dessus sans faire des commentaires qui s'imposent. D'abord, avant la chute de l'Union soviétique, il y avait une théorie marxiste qui fonctionnait depuis 70 ans, je dirais, de l'ordre international, c'est-à-dire une théorie simpliste qui a été plus ou moins reconfigurée par un néo-marxisme des années 70. Mais en gros, parce qu'on a beaucoup parlé de Lénine, à partir du livre de Lénine, on pouvait
dire schématiquement que les marxistes voyaient le monde divisé entre 4 contradictions, à savoir, d'une part, l'impérialisme américain, le fameux impérialisme américain, dans sa contradiction avec le camp socialiste. Et à la tête du camp socialiste, l'ex-Union soviétique. Ça, c'est une contradiction structurelle qui ne peut être résolue que par la victoire d'une des deux de ces protagonistes. Deuxième contradiction, c'est des contradictions inter-impérialistes. Par exemple, lorsque l'Allemagne a fait la guerre au monde entier, l'Allemagne, ce n'est pas un enfant de cœur, l'Allemagne nazie, c'était un impérialisme qui se bat contre d'autres impérialistes. Ça, c'était la vision marxiste de l'époque. Troisième contradiction, c'est celle qui oppose dans chaque pays capitaliste occidental la bourgeoisie de ce pays à sa classe ouvrière. Alors, on attend toujours, puisque Marx, il a beau analyser que la révolution était à l'ordre du jour en Angleterre et en France au XIXe siècle de son vivant, on n'est pas sorti de l'auberge jusqu'à maintenant. En France, on est avec Macron, et non pas la classe ouvrière, et la classe ouvrière comme force politique s'est évaporée. En Angleterre, c'est pareil. Et quatrième contradiction, c'est celle qui opposait, ou qui est supposée opposer, l'impérialisme américain à ce qu'on appelle les mouvements de libération nationale des peuples opprimés. Ça, c'était la terminologie qui a précédé celle de terrorisme. Avant, il y avait, à l'époque, des gens qui se battaient contre l'hégémonie des États-Unis à travers le monde, avec les armes à la main, et c'était considéré comme quelque chose de légal, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On n'était pas encore avec la terminologie du terrorisme. Et donc, c'est surtout les marxistes arabes ont eu du mal à nous démontrer comment, par exemple, ces mouvements de libération nationale, d'abord, il fallait trouver une classe ouvrière structurée, ce qui n'était pas le cas dans un monde arabe qui fonctionne avec des esprits de corps de Khaldoun, et non pas selon la définition europécentrique, une bourgeoisie bien structurée contre une classe ouvrière bien structurée. À propos, par exemple, de ça, il y a un ami qui m'a envoyé sur Internet une caricature, la classe ouvrière au Liban, soi-disant, qui va fêter le 1er mai, la fête du travail, avec des bus et tout, avec le slogan de Marx. Au lieu de dire prolétaires de tous les pays, unissez-vous, ça disait le slogan prolétaires de tous les pays, priez sur le prophète. C'est dire que la religion n'est pas absente de ces structures sociales, donc il faut changer de lunettes théoriques en lisant des pays comme le Liban, la Syrie, l'Irak, l'Arabie Saoudite, l'Iran, etc. On ne veut pas projeter des problématiques occidentales telles quelles, comme si on avait affaire à une bourgeoisie structurée, à une classe ouvrière structurée. Ça ne marche pas. Et ça, c'était une des crises de la pensée marxiste arabe. On avait du mal, par exemple, à nous expliquer pourquoi la classe ouvrière israélienne, si classe ouvrière il y en a, est plus sioniste, par exemple, contre les Arabes que les Ashkénazes, c'est-à-dire les défavorisés en Israël de Sephardim et tout, qui viennent d'un ramassis des pays arabes, sont la clientèle de l'extrême droite religieuse en Israël. Alors, on a du mal à expliquer ça. Enfin, c'est un long débat et qui n'a pas terminé avec les travaux
néo-marxistes des années 70 qui ont vu qu'il y avait une lacune dans l'analyse marxiste pour comprendre le monde actuel dans lequel on vit. Donc on a essayé de renouveler cette théorie marxiste avec les travaux d'un type comme Samir Amin qui a sorti au moins deux concepts, le concept de centre et de périphérie pour expliquer la relation entre l'Occident capitaliste en général et le reste du monde. C'est une autre façon d'aborder le concept d'impérialisme et de le mettre à jour. Et d'employer le terme de régime capitalistique, périphérique, etc., qui ne sont pas tout à fait comme le capitalisme en Occident. Bref, jusqu'à l'arrivée de ce qu'on appelle, dans les années 90, une nouvelle terminologie qui correspond à un nouveau fait. Un nouveau fait, c'est celui de la mondialisation ou de la globalisation, qui commence à partir des années 90. Et là, on voit très bien que c'est lié d'une part, pas uniquement, mais une grande part à l'effondrement de l'Union soviétique, et d'autre part, c'est lié à une nouvelle stratégie américaine de dire on est dans une nouvelle ère de développement au niveau mondial et le monde actuel est devenu un village global. Et il y a des théoriciens qui ont essayé d'élaborer ce concept. C'est dans le sillage de ce concept que j'ai abordé, moi, le concept d'empire qui tient compte de cette donnée de la globalisation et qui a été élaboré par Negri et Hart pour penser un nouvel empire de genre spécial qui n'est même pas américain, un empire postmoderne qui gère les affaires du monde comme si c'était une politique intérieure ou une affaire de patrouille de police dans telle ou telle région du monde. C'est pour exprimer, sans le nommer, le rôle que joue ou ont commencé à jouer les États-Unis après la chute de l'Union soviétique, l'effondrement de l'Union soviétique, en devenant la seule superpuissance unique à travers le monde. Ça, on passe des concepts à l'évolution historique. Du côté américain, on assiste aussi à une évolution de la pensée politique en ce qui concerne l'ordre international. Je ne parle pas du travaux de John Rawls, là, parce que dans sa théorie de la justice, il était incapable d'appliquer sa théorie de la justice, qui peut être valable au niveau occidental, interne, mais lui-même, il reconnaît que pour ce qui est des droits des gens, c'est-à-dire une théorie des relations entre les nations, il constate son impasse théorique là-dessus. Et ça, c'est un long débat à propos de ce volet-là de la pensée politique américaine. Mais dans la politique réelle, je ne parle pas seulement de... Il y a eu deux tournants dans la politique américaine ou dans la pensée qui a marqué la politique américaine étrangère à partir des années 70, à savoir la pensée de Henry Kissinger, qui est une pensée réaliste et qui, lui, influencé par ses travaux dans sa thèse de doctorat sur la période des 5 puissances qui gouvernaient le monde occidental au XIXe siècle, du temps de Metternich. Il en a fait le sujet de sa thèse de doctorat.
Et s'inspirant de cette thèse, il a essayé de réactualiser ça pour lire la répartition de ces puissances, de ces superpuissances au XXe siècle, pour constater que on n'est plus dans un monde bipolaire comme du temps de la guerre froide. Là, on parle dans les années 70. On n'a pas attendu la chute de l'Union soviétique pour dire la guerre froide est finie. Déjà, Kissinger constate que dans le rapport de force mondiale, les États-Unis ne peuvent plus continuer éternellement à jouer le leadership du monde, au moins libre. Il y a pas seulement le duo États-Unis-Union soviétique, il y a 5 blocs qui régissent l'ordre international. Les États-Unis, la Russie de l'époque, la Chine, le Japon comme force économique et l'Europe comme bloc potentiel. Et il suggère qu'il faut composer avec ces puissances et éventuellement faire des alliances avec les uns contre les autres. Lui, sa tendance était de faire une alliance avec la Chine pour contrecarrer l'influence de l'Union soviétique et son agressivité. Quoi qu'il en soit, ça a fonctionné une dizaine d'années, ce genre de théorie. Ça a marqué le monde arabe, vu le rôle qui a été joué par l'administration Nixon et Kissinger lui-même, surtout pendant la guerre d'octobre 1973. Jusqu'à ce que cette théorie soit radicalement critiquée par le successeur de Nixon comme conseiller, cette fois-ci de Carter, et non pas de Nixon, qui s'appelle Brzezinski, et qui remet en question justement le concept de Kissinger de l'équilibre des puissances. Il suggère que l'Amérique, avec une politique pareille, composée avec des puissances de facto, sont en train de perdre leur leadership au niveau idéologique et politique. Donc, il suggère une politique plus agressive vis-à-vis de l'Union soviétique et qui va jusqu'à tendre un piège à l'Union soviétique, à la vietnamienne, mais cette fois-ci en Afghanistan. C'est lui l'artisan de ce qu'on appelle comment se servir de l'islam là-bas, en Afghanistan, pour contrecarrer l'idéologie communiste. Et c'est par l'orchestration de cette administration et la théorie de Brzezinski, qui est d'origine polonaise et qui s'y connaissait en la matière d'ex-Union soviétique, et pour l'avoir enseigné dans des universités, et qui en voyant le premier tank russe rentrer en Afghanistan, il a dit « ça y est, ils ont mordu à l'hameçon, ça va être la fin de l'Empire soviétique ». Et justement, ça a permis ce renversement du rapport de force aux États-Unis de redevenir, à partir des années 90, une superpuissance unique. C'est ce qui a rétréci la marge de manœuvre des pays arabes qui essayaient de jouer à un moment donné du temps de la guerre froide, Moscou contre Washington, pour garder une marge d'initiative. Ça, c'était la tactique de Nasser ou la tactique d'un Hafez al-Assad père. La question qui se pose à partir de ce questionnement, je n'ai pas inventé la poudre, c'est de constater que on ne peut pas dire actuellement que les États-Unis, qui tenaient les ficelles du monde arabe, au moins depuis 1970, est dans la même position actuellement. C'est ce que j'essaye de répondre à ces questions. Pourquoi et comment? Pourquoi 70 d'abord? Parce que 70, le monde arabe est rentré dans le Pax Americana à l'époque. C'est-à-dire 70, c'est crucial pour moi.
C'est la mort de Nasser, c'est le massacre de la résistance palestinienne en Jordanie, le massacre du Parti communiste irakien, le massacre du Parti communiste soudanais, le bloc pro-américain après la mort de Nasser en Égypte prend le pouvoir par Sadat contre le bloc soviétique qui a été écarté. Les experts américains ont été chassés. En Syrie, c'est le bloc américain représenté par Hafiz Assad qui va déloger le bloc soviétique de Salah Jdid et les mettre en prison. N'en déplaise à l'axe de la Moumana qui considère comme la dynastie Assad comme la dynastie qui va libérer la Palestine. C'est un régime américain depuis 1970. Et donc, c'est pas nouveau là, ce que soulève mon ami. Je l'ai déjà développé dans une série de conférences. Malheureusement, c'était seulement en français sur le printemps arabe. Donc, il y avait réponse à tout ça dans ce que j'ai développé. Ce que je constate actuellement, pour faire la comparaison, c'est qu'on ne peut pas dire que les États-Unis sont dans la même position de force que dans les années 70, au moins par rapport au monde arabe. Si les États-Unis perdent actuellement, à commencer par l'Irak, qui est devenu, comme on a dit, une république chiite, qui travaille chez l'Iran, grâce à l'intelligence de W. Bush, là. Deuxièmement, la Syrie, elle perd dans l'intérêt de Poutine. Troisièmement, elle perd l'Arabie Saoudite au Yémen parce qu'elle n'a pas levé un doigt pour contrer l'agressivité iranienne dans la région, etc. Donc, et tout récemment, on s'est posé la question, est-ce qu'ils sont en train de perdre Israël aussi, puisque Israël est obligé maintenant d'avoir la grâce de Poutine pour être autorisé à survoler la Syrie. Toutes ces questions font en sorte qu'il faut repenser la situation des États-Unis dans le nouvel ordre mondial et non pas passer sa vie à dire qui est plus mauvais que qui parmi les derniers présidents américains. Est-ce que c'est Bush ou Obama ou Trump? Merci.